Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro du Club de la Presse en compagnie de 3 chroniqueurs. François Pelleret, France Bleu, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Vous n'avez pas les poches sous les yeux puisque vous êtes un peu en repos cette semaine. Ça m'arrive. Et donc vous pouvez dormir un peu plus longtemps le matin, ce que vous appréciez, j'en suis sûr. Ah oui, toujours. En face, Claude Bellet, bonsoir Claude. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Journaliste essayiste avec un très très joli gilet sans manches, ça vous va à ravir. Merci, vous êtes gentil. Vous êtes de la bande d'ailleurs des gilets sans manches, puisqu'à vos côtés, c'est le grand retour de Philippe Buron-Pilâtre. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de me retrouver ici. Avec les 3 chroniqueurs, on va passer tout de suite à leur coup de gueule et leur coup de cœur. C'est parti. Et je vous propose, Philippe Buron-Pilâtre, justement, puisque vous revenez nous voir depuis un certain temps, de nous donner votre coup de cœur. Vous êtes un peu le thuriféraire de service, c'est-à-dire que vous êtes heureux d'être ici. Ah, absolument, et effectivement, je n'étais pas venu au Club de la Presse depuis le mois de juin. Et découvrir ces locaux, c'est pour ça que je suis venu même un peu en avance, pour une fois, pour découvrir vos superbes locaux et vos espaces de travail, et je dois avouer que je suis assez bluffé. Vous qui en avez vu justement des espaces de travail, que ce soit à Paris ou en région, ça va, vous pensez que nous sommes bien installés ? Vous êtes bien installés. Bon, alors ça manque un peu de décoration. Moi, je verrais bien 2-3 montgolfières dans les couloirs, oui. Dans votre bureau. Oui. Ça va venir. Je ne vous dirai pas, mais la déco est prévue et nous en parlerons. Ça fait partie des petites surprises de Moselle TV pour les prochaines semaines. Donc c'est le coup de cœur de Philippe. Ah oui, c'est un vrai TV. coup de cœur. C'est un vrai plaisir de vous avoir, Philippe Buron-Pilâtre. Claude Bellet, vous, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule ? Non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une grande question. Une grande question, après que le fantasque Elon Musk, le patron notamment de Tesla et de SpaceX, se soit offert un nouveau joujou à 44 milliards de dollars. Ce joujou s'appelle Twitter. C'est un réseau social qui compte environ aujourd'hui 110 millions quand même. Il y a 110 millions de gens qui fréquentent ce réseau social. Et la question, c'est de savoir ce que va faire Elon Musk de ce réseau Twitter. Alors, il a tweeté, on l'a traduit. Tweeté, oui. Il a tweeté, évidemment, sur son compte il y a quelques heures, puisque l'info est tombée il y a quelques heures. L'oiseau est libéré. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas ? Ah ben, c'est la question. Sa volonté, qu'il a déjà exprimée à plusieurs reprises, c'est de transformer, d'ajouter encore plus de liberté d'expression sur ce réseau. Alors la question est de savoir, est-ce qu'il continuera à y avoir des modérateurs, par exemple, à force de vouloir élargir ? Est-ce que, par exemple, il fera revenir Donald Trump sur ce réseau dont il a été exclu ? Voilà des questions. Et puis ce n'est pas tout. Il y a aussi, avec cet instrument, la possibilité de développer un certain nombre d'applications dont on ne peut même pas mesurer aujourd'hui les effets. Par exemple, tout ce qui concerne le paiement à distance. Elon Musk veut l'introduire entre particuliers, naturellement le développement du e-commerce et encore d'autres possibilités avec maintenant ce qu'on appelle le metaverse virtuel. Donc il a là maintenant entre les mains un jouet d'une puissance potentielle extraordinaire. J'espère simplement qu'elle sera contrôlée. On sait qu'aux États-Unis c'est difficile de contrôler les entreprises privées. J'espère que simplement que Elon Musk ne profitera pas de cette acquisition pour développer ou laisser s'exprimer sur son réseau quelquefois des thèses controversées, pire encore des mensonges. Philippe Buron-Pilâtre, au-delà de l'aventurier, puisqu'il faut aussi reconnaître, c'est un peu un homme à multifacettes, Elon Musk, un aventurier qui permet quand même un certain nombre de choses pour l'exploration spatiale avec son SpaceX, mais du côté plutôt de Twitter, quelle est votre vision du personnage ? Alors Twitter est devenu un réseau professionnel, un réseau utilisé par les médias, par les hommes politiques, mais aussi par le sexe, par beaucoup de choses qui passent. Et donc, il est évident, le premier problème de Twitter, c'est qu'il n'a toujours pas réussi à gagner d'argent. Depuis que Twitter est implanté, ça c'est un premier problème, parce qu'au bout d'un moment, on se pose la question de savoir comment une entreprise peut perdurer si elle perd de l'argent de manière régulière. Et effectivement, le problème avec Elon Musk, c'est qu'il est tellement fantasque
qu'on ne sait jamais ce qu'il va pouvoir faire. Alors on dit qu'il a rencontré Thierry Breton, le commissaire européen, et qu'il s'est engagé à suivre les directives européennes en matière de sécurité, en matière de... Mais bon, on sait que... on peut bien écouter Elon Musk, mais il suffit qu'il se réveille. C'est un peu comme Trump. Oui, c'est un peu comme Trump. Ça dépend comment il a dormi, quoi. Voilà. On peut plus avoir confiance dans SpaceX et Tesla que dans Twitter. Parce que, effectivement, c'est un joujou pour lui à 44 milliards de dollars. Mais bon, c'est l'homme le plus riche du monde. 188 milliards de dollars selon Bloomberg, la fortune estimée d'Elon Musk. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, François Pelleret, sur ce rachat? Alors Musk, pardon, je termine juste. Il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence. Oui, sans violence. Oui, ça c'est un vœu pieux. Alors déjà, pour une entreprise qui perd de l'argent, qui est valorisée 44 milliards de dollars, je trouve ça assez incroyable. Enfin, qui n'en a jamais gagné et qui est quand même valorisé 44 milliards. Peut-être va-t-il en gagner, puisque selon des sources américaines, il serait prêt à licencier 60 à 70% des collaborateurs de Twitter. Déjà, les hauts dirigeants ont fait leur carton ce matin. Partis, oui. Tout à fait. Mais en fait, je vais attaquer sur mon coup de gueule parce que je vais te rejoindre, Claude. Je vais partir de Doctolib. C'était mon premier sujet. Et je terminerai par Elon Musk. Coup de gueule contre Doctolib qui fait enfin le ménage parmi des praticiens dans sa liste, dans son listing. Donc Doctolib, redisons-le, c'est l'application de prise de rendez-vous médicaux. Donc 5700 personnes quand même, naturopathes, sophrologues, hypnothérapeutes qui devront être éjectés de Doctolib. Mais il a fallu faire pression pour que Doctolib se responsabilise un petit peu. Et en fait, voilà, mon coup de gueule, il est contre toutes ces entreprises du numérique qui se déresponsabilisent sur les contenus de leur plateforme. Elles se disent « Non, mais moi, je suis juste un outil numérique. Ce qui se passe à l'intérieur ne me concerne pas. » Facebook grandit sur le complotisme. Alors, Doctolib a grandi sur... ces praticiens que Doctolib met au même niveau que les médecins généralistes, et ça me posait problème. Et puis Twitter, c'est la même chose. Twitter, c'est une logique libertaire chez Elon Musk où on peut tout laisser dire, sauf que nous, qui travaillons dans un média d'information, on est responsable de ce qui est dit dans notre média d'information. Même si c'est quelqu'un qui le dit à notre micro de France Bleu Lorraine, on est responsable de ce que l'on diffuse, ou si c'est en direct, on est responsable d'intervenir et de ne pas laisser dire des fake news ou n'importe quoi. Un média social doit être également responsable de ce qui est dit, et donc il doit y avoir de la modération. Et du coup, je ne suis pas dans la logique d'Elon Musk. C'est-à-dire il doit être considéré à juste titre, tu as raison, comme un directeur de publication, et à ce titre engagé civilement, voire pénalement. Selon Elon Musk, une modération des propos conforme à la législation locale sera respectée. Là aussi, encore un message plutôt positif. En tous les cas, ce qu'il faudra surveiller, c'est surtout le retour ou pas de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, sur le réseau social. Ce sera déjà ça sera un signal. Un signal fort que Elon Musk va pouvoir envoyer à la planète des tweetos. Voilà pour le tour de table des chroniqueurs. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, du coup, voilà, mon coup de gueule est fait. Oui, votre coup de gueule est fait. C'était Doctolib, on l'a bien compris. Donc 5700 praticiens qui vont devoir se trouver une autre plateforme pour exercer, en quelque sorte. Pour rajouter un mot, peut-être. Allez. Puis on a un peu le temps sur Doctolib, qui est une application formidable, qui rend des services extraordinaires, mais qui pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment en termes de rendez-vous supprimés et pas annulés auprès de... Voilà. Les médecins, il se trouve que j'ai rencontré ces derniers temps plusieurs médecins et plusieurs aussi employés administratifs des hôpitaux qui sont effondrés par le nombre de rendez-vous qui ne sont pas honorés. Ce qu'on appelle en bon français des no-shows. Voilà. Et donc, évidemment, ça pénalise l'activité médicale, ça provoque des retards, etc. Donc, Doctolib, oui, ça reste un outil formidable, mais il faut faire attention aussi à son maniement. C'est un site au self-service médical. Voilà, il y a un côté, on prend un truc et puis après on l'oublie, on va en prendre un autre. Si on l'a avant, on oublie d'annuler celui qu'on... Et donc ça commence à poser des problèmes de gestion
dans le monde hospitalier. Et pour juste équilibrer mon propos, j'ai déjà fait un coup de cœur sur Doctolib. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule, mais oui, le rôle de Doctolib dans la gestion de la crise sanitaire a été très important pour les prises de rendez-vous de vaccination, où là, c'était immense, tout ce travail administratif. C'est vrai. Et je crois savoir, j'ai entendu le patron de Doctolib justement réfléchir sur la façon de sortir aussi les mauvais utilisateurs au bout de 2 ou 3 no-show, de les sortir de la plateforme. Déjà aujourd'hui, si vous réservez et que vous n'êtes pas présent, vous n'avez plus le droit de vous inscrire avec ce praticien. Bon, alors c'est une bonne information donnée par Philippe Buron-Pilâtre. Allez, on passe tout de suite au premier sujet. Là, on revient à des choses très terre à terre. Qui n'a jamais entendu l'expression, que ce soit sur les marchés ou bien au bistrot, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Et c'est vrai qu'en ce moment, on se pose des questions, puisqu'après un été particulièrement sec, très caniculaire pendant une longue période, nous avons un automne particulièrement doux, à tel point qu'il fait 29 degrés, par exemple, à Clermont-Ferrand pour le week-end. Il fait plus de 30 degrés sur la côte basque. Il n'y a plus de saison, mon pauvre monsieur. Je me tourne vers vous, Philippe Buron-Pilâtre, sans trahir de secret. Vous êtes un habitant plutôt de la campagne, vous êtes en milieu rural. Vous le constatez quand vous sortez pour humer l'air frais de l'endroit où vous vivez? Effectivement, on dit toujours qu'au mois d'octobre, il y a ce qu'on appelle un peu l'été indien. Mais là, ça dépasse l'été indien. On est carrément en plein été. Oui. Par contre, pour un pilote de montgolfière comme moi, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vent. Et ça ne décolle pas. On a un joli soleil, mais un peu trop de vent. Alors effectivement, on le voit, on voit, et puis en discutant avec les agriculteurs, il y a des produits qui reviennent, qui commencent à refleurir. On ne sait plus tout à fait où on en est. Et moi qui avais ouvert le chauffage le 15 septembre, je l'ai refermé. C'est vrai qu'à la campagne, on a la chance de pouvoir se promener en plein mois d'octobre, et ça, c'est extraordinaire. Alors en fait, on vient de voir des images de cultures qui sont en fait des cultures qui recommencent, c'est-à-dire que les fruits et légumes d'été repoussent en même temps que normalement les fruits et légumes d'hiver devraient eux sortir de terre, et les agriculteurs sont inquiets alors parce que ça repousse d'un côté, et puis les légumes et les fruits d'hiver vont peut-être être brûlés, voire gelés s'il y a un coup de froid dans quelques temps. C'est-à-dire que c'est compliqué de suivre un peu l'évolution de son exploitation quand on est maraîcher, par exemple. Et à mon tout petit niveau, je l'ai constaté, des fleurs de courgettes dans le jardin qui continuent de fleurir, ça ne donnera rien, j'aurai pas de production à jeter. Des tomates aussi qui continuaient à mûrir. C'est vrai, mais bon, c'est le casse-tête, oui, environnemental et climatique et face à l'agriculture. Et comment produire aussi face à la sécheresse, ça fait partie de la problématique, je pense, du thème. Il y a un sujet polémique en ce moment, c'est les immenses bassines que les agriculteurs voudraient creuser pour se constituer des réserves d'eau, surtout dans le sud-ouest de la France, là où ils souffrent beaucoup de la sécheresse. C'est très critiqué par les écologistes. Après, comment continuer à faire pousser des choses quand il y a la sécheresse tous les ans dans le sud-ouest? Si on ne fait pas des stocks d'eau, on fait quoi? On prend des semences OGM qui résistent d'elles-mêmes à la sécheresse, mais les OGM, on n'aime pas, certains n'aiment pas, on n'aime pas ça non plus, c'est critiqué, donc on fait quoi? On abandonne la culture dans certaines régions. C'est un casse-tête là où je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous mangeons encore des tomates mozzarella et des gazpacho tomates ou concombres, alors qu'on devrait manger plutôt des soupes chaudes, butternut et potimarron. Oui, mais à contrario, on peut manger aussi des tomates en plein hiver, on trouve même des cerises, etc. Donc ça, sur ce plan-là, je veux dire, c'est pas la question. La question, c'est qu'on est en plein bouleversement, et ce bouleversement, non seulement il est là, mais il avance beaucoup plus vite qu'on l'imagine, en tout cas que l'homme, j'allais dire le citoyen normal. Il y a une prise de conscience cette année qui est phénoménale et qui va avoir des conséquences importantes en matière de choix politiques, etc. L'été qu'on a connu, les sécheresses, les incendies, etc., cet hiver, on y arrive, anormalement doux, fait prendre conscience à tout le monde, et aux pires réfractaires, ceux qui disent ça n'existe pas, le changement climatique, le réchauffement, c'est un mythe, etc. On est en plein dedans,
Et il faut bien avouer que ça va de plus en plus vite et que les solutions vont être difficiles à trouver, notamment en matière d'eau. Et tu as raison, les paysans ont besoin de flotte, c'est la moindre des choses. Bon, les rivières sont à sec, la nappe phréatique ne se régénère pas, et voilà que c'est plutôt une bonne idée que de faire en pleine nature des bassins de rétention pour récupérer l'eau qui tombe à l'automne, etc. Bon, il se trouve que certains mouvements politiques ou certaines associations s'élèvent contre ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire au bout du compte? Donc c'est pour ça que je dis qu'il va y avoir des incidences politiques, sociétales. Un certain nombre d'associations vont à leur tour devoir prendre la mesure des problèmes pour peut-être atténuer leur prise de position, les corriger, les retarder. Donc c'est un chamboulement non seulement au plan climatique, mais au plan social et politique. Ça va avoir des conséquences importantes. Le thème qui était... Pardon, François. D'autant qu'on veut de la production locale. Ça fait partie des revendications. Donc, et dont les agriculteurs à continuer à produire le local. Alors justement, puisque vous parlez d'agriculteurs, le thème a été choisi aussi parce que nous sommes en plein salon Agrimax, c'est la 11e édition, et les agriculteurs, en quelque sorte, sont les premiers touchés, même si nous, consommateurs, évidemment, nous sommes touchés, mais sont les premiers touchés par les innovations, les évolutions qu'ils sont obligés de mettre en place pour continuer à produire malgré ces dérèglements climatiques. En ce moment, ils sont surtout touchés par les coûts de l'énergie, il faut bien le reconnaître. Hein. Donc c'est ça, pour l'instant, le point essentiel pour les maraîchers, pour ceux qui travaillent sous les serres, etc. Là, il y a un vrai problème immédiat et qui non plus n'est pas facile à résoudre compte tenu de la conjoncture internationale. Mais c'est vrai qu'ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne, ces gens-là. Philippe Buron-Pilatte, sur ce sujet, sur les agriculteurs touchés en première ligne, alors que ce soit par le coût de l'énergie, le changement climatique, un été très sec, aujourd'hui un automne très doux, pas beaucoup d'eau, ils sont obligés d'arroser plus parce qu'il fait plus chaud, etc., etc. C'est un cycle sans fin. Maintenant, on peut qu'espérer que l'hiver soit doux, puisqu'effectivement, avec ces problèmes énergétiques, ça serait bien que ça continue un petit peu, qu'il n'y ait pas trop de gel et que... on puisse non pas se baigner au mois de décembre. Rien n'est moins sûr. Mais oui, effectivement, je crois que le monde agricole, en plus des attaques contre eux, de pollution, la viande, tout ce qu'on leur met sur le dos, là, en plus, ils se trouvent confrontés avec un véritable problème énergétique et des coûts qui vont plomber, à mon avis, un certain nombre d'entreprises. Juste un mot, une parenthèse. Effectivement, il faut espérer que l'hiver sera doux, vraiment pour les problèmes d'énergie. Mais en même temps, la nature, c'est-à-dire qu'il y a le terrain de travail des agriculteurs, la nature a besoin de gel, a besoin de froid pour se débarrasser de toutes sortes. Donc vous voyez qu'on est dans un... Ce sont des questions qui sont extrêmement difficiles à aborder et trouver la bonne solution, c'est pas évident non plus. Ne serait-ce que les fameux moustiques qui reviennent. Mais par exemple, à mois d'octobre. Par exemple. On voit les connaisseurs, le moustique du mois d'octobre. C'est vrai que j'ai lu un article sur ce fait et peut-être qu'il faudra qu'on s'habitue à avoir des moustiques toute l'année dans notre département. Le premier dessin de Lindingre sur ce sujet, notamment sur le fait que les récoltes sont un peu plus abondantes. Il n'y a plus de saison, on se trouve au marché. Et pourquoi je vous les vendrais moitié prix, dit le marchand. Allons bon. Je sais très bien que vous avez fait 2 récoltes, lui répond la cliente. Voilà, c'était l'œil de Lindingre sur ce premier sujet. Je ne suis pas certain que ce soit aussi facile que ça comme calcul à faire, mais en tous les cas, voilà, c'était sa façon de voir l'actualité. Le deuxième thème, quasiment en lien avec le premier. Et donc là, évidemment, sur ce sujet, je crois que c'est Claude qui en a parlé, il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi la hausse de l'énergie. Et en lien avec le thème précédent, donc, comme les agriculteurs, beaucoup d'activités sont touchées par l'explosion des coûts de l'énergie. Et on a lu dans la presse un certain nombre de déclarations de maires, de présidents d'intercommunalités, dire qu'ils allaient peut-être serrer la vis pour les bâtiments communaux, les bâtiments des métropoles, avec notamment moins de température dans les piscines, moins de température dans les gymnases. Est-ce qu'il faut s'attendre à aller faire un saut maintenant dans une piscine chauffée non plus à 27 mais à 25 degrés pour continuer à espérer pouvoir avoir des loisirs ?
En tout cas, c'est déjà le cas. Hein. La température a déjà baissé dans les piscines alors peut-être pas de 2, mais 1 degré pour l'instant. Donc oui, ça incite à nager un petit peu plus vite pour se réchauffer dans l'eau. J'espère qu'on n'ira pas... de performance, en fait. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à fermer l'hiver ces équipements. Alors là, justement, nous sommes en train de voir Aquaglisse à Frémin-Merlebach, un investissement qui était très important. C'est même pas une piscine, c'est un centre nautique. Là, on se pose la question de fermer les 3 premiers mois de l'année. Oui, ça va aussi poser un problème de chômage. Que deviennent les salariés? Ils sont quelques-uns quand même à faire tourner ces équipements, les maîtres nageurs sauveteurs. Ça coûte, le chômage, ça coûte aussi en argent, quoi. On veut économiser une facture d'électricité, puis on va dépenser plus en ressources humaines, en social. Là, sur ce sujet qui a été proposé par la rédaction de Moselle TV, Fanny Bragard, c'était en milieu de semaine, c'est 7 fois la facture a explosé sur le gaz, 2,5 fois sur l'électricité, ce qui fait une addition qui s'alourdit d'1 100 000 € sur une année. C'est quand même pas rien, Claude. C'est bien la raison pour laquelle le gouvernement est obligé de prendre des mesures et qu'il va annoncer, là, dans les heures qui viennent, la fameuse création du bouclier fiscal pour les petites et très petites entreprises, ainsi que pour les collectivités locales. Il est évident qu'une collectivité locale ne peut pas supporter une augmentation de l'électricité de 150%. Bon, et pour le reste, c'est pareil. Donc, il va y avoir des mesures. À quelle hauteur le bouclier fonctionnera-t-il? On n'en sait rien pour l'instant, mais encore une fois, la décision doit être annoncée dans les heures qui viennent. Donc, c'est bien une préoccupation. Mais il n'empêche que, bouclier ou pas, il va falloir faire des économies d'énergie et il va falloir s'organiser de manière différente parce qu'effectivement, fermer des piscines, des salles de spectacle, des choses comme ça, il y a une conséquence en termes d'emploi. Alors, est-ce qu'il faudra remettre, encore une fois, on s'occupe de tout et on refait le chômage pour... Enfin, oui, c'est pas facile. Donc, moi, je pense qu'avant de crier au loup, comme le font souvent certains organes de presse, attendons de voir ce que le gouvernement va dire en termes de bouclier fiscal pour les petites et moyennes entreprises et pour les collectivités locales. Alors, c'est la voie de la sagesse, d'attendre un peu. Nous avons vu Aquaglisse à Frémin-Merlebach et dans le même reportage de Fanny Bragard, il y avait l'autre versant, c'était à Boulay-Moselle, où là, la piscine, alors ça n'est pas la même, évidemment, structure, la même taille, mais c'est une piscine de 25 mètres. Elle est, depuis 7 ans, raccordée au réseau de chaleur avec une usine de méthanisation. Et là, évidemment, la facture, ça coûte 50 000 € par an. Donc, évidemment... Pardon, c'est peanuts ou pas grand-chose, l'eau est à 28 degrés. Ouais. Et finalement, est-ce que tout ça n'est pas aussi, peut-être que je ne dis pas que ce sont de bonnes choses, mais les Russes nous demandent d'accélérer un peu la transition écologique et que nous avons vécu, comme le dirait le président, sur une période d'abondance qu'il faut savoir aussi travailler différemment, Philippe. Alors c'est vrai que coup sur coup, on a 2 chocs. On avait eu la pandémie qui a poussé les entreprises, les collectivités, les universités à passer au digital, à passer à l'enseignement à distance, changer les méthodes de travail et autres. Et là, on a une crise importante avec les Russes qui fait que tout va se précipiter. On sait qu'il faut changer nos habitudes et qu'il faudra à un moment ou à un autre ne plus utiliser le pétrole et autres. L'Europe vient de décider là, de manière définitive qu'à partir de 2035, il n'y aurait plus de voitures thermiques et hybrides, enfin qu'on n'aurait plus le droit d'en vendre. C'est vrai que là, on est acculé. Mais moi, je suis d'accord avec Claude, il faut faire attention, ce n'est pas la peine de crier au loup, quoi. On est en train de tous les matins de nous dire attention, on va avoir froid, attention, on va plus pouvoir respirer, attention ceci, est-ce qu'il y aura des jouets à Noël, moins de foie gras aussi, j'ai moins de foie gras. Imaginons ce que sont en train de vivre les Ukrainiens, essayons de raison garder. De raison garder. Il est évident que, oui, effectivement, si on n'a plus 28 degrés dans la piscine et qu'on n'a que 26 ou 27, c'est vrai qu'on n'a qu'à nager plus vite. Et en général, ce sont des gens beaucoup plus jeunes
que vous, Jérôme, ou que moi, qui allons à la piscine. Donc, on va leur demander d'aller beaucoup plus vite. Non, mais juste un mot. À quelque chose, malheur peut être bon. On le voit. Vous savez, comme l'Europe, par exemple, quand elle traverse une crise, en général, elle progresse à partir, une fois que la crise est résolue, ça progresse. Donc là, il y a quand même déjà quelques signes qui montrent qu'on est, écoutez, on est en train de construire une grande usine de batteries. On va décider enfin à exploiter le lithium qui est dans notre sous-sol. Donc ça, évidemment, ça accélère. Le problème, c'est cette période de transition qu'il va falloir occuper. C'est ça. François. Mais effectivement, ces problèmes, ces difficultés peuvent conduire à une accélération d'autres développements. On n'est pas obligé de vivre ces années de transition dans un bunker en priant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. François, vous avez cité Boulay. Moi, je pense aussi à Amnéville, heureuse Amnéville, qui a une chaufferie biomasse également, mais d'avant-crise. Ça a été inauguré en 2018. C'était novateur. C'était novateur. Visionnaire. Et du coup, la piscine olympique d'Amnéville restera chauffée à la même température tout l'hiver. Et ils n'ont pas ce genre de problème-là. Donc c'est un nageur, le Michael Phelps de France Bleu qui nous le dit. Donc j'ai fait un reportage sur cette chaufferie aussi. Je ne suis pas que nageur, je suis un peu journaliste. Allez nager dans la piscine d'Amnéville. Le dessin de Lindingue sur ce deuxième sujet, nous n'avons pas beaucoup parlé des gymnases. Il y a les piscines, mais aussi les gymnases. Et Yann Lindingue s'est concentré, lui, sur les gymnases. Plus de lumière dans les gymnases. Tout le monde va se mettre au handisport, nous dit-il. Voilà, avec 2 joueurs de handball ou de football non-voyants. L'image du jour, c'est fait, c'est la citation maintenant du jour. Je vais vous demander, messieurs, de me dire qui l'a faite. L'artisan sait toujours où il va, l'artiste pas forcément. C'est une citation on ne peut plus d'actualité. De quelqu'un qui vient de mourir. Oui. Pierre Soulages. Oui, bonne réponse de Philippe Buron-Pilâtre. Pierre Soulages, qui est décédé en milieu de semaine. Il allait avoir 103 ans le 24 décembre. Le peintre aveyronnais de Rodez. Alors, quand on est en Moselle, on dit Rodez, mais quand on est à Rodez, on dit Rodez. Voilà, c'est un peu comme les médecins ou les Metz. C'est un peu la spécificité de cette ville. Et là, on vous montre son œuvre qui a explosé les compteurs à New York l'année dernière. Il était connu notamment pour l'Outre Noir, mais là c'était un mélange de couleurs de noir et de rouge, vendu 20 millions de dollars à New York en 2021, une toile qu'il avait peinte en 1961. Voilà donc hommage à Pierre Soulages, une très belle culture, immense artiste, et j'ai eu la chance de visiter son musée à Rodez, c'est magnifique. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé au Club de la Presse, très belle soirée sur Moselle TV. N'oubliez pas, ce week-end, dodo un peu plus longtemps que d'habitude puisqu'on passe à l'heure d'hiver. À la semaine prochaine.